Hello les workers, c'est Career Queen, ravie de vous retrouver en son et en image pour cet épisode 2 du votre podcast sur le monde du travail, Career Talk. Alors aujourd'hui, on change d'univers, de caractère, mais également d'étape de carrière. Ce qui ne change pas, c'est que tous mes invités ont un point commun, ils aiment ce qu'ils font. Ici, l'intention est d'explorer la réalité de mon invité tout en respectant son intimité. Alors l'intention de l'échange est claire, explorer son rapport au travail et au leadership, spécialement dans un monde créatif, et comprendre comment il choisit ses chemins, traverse les tempêtes et mène ses conquêtes. Bienvenue dans Career Talk. Bienvenue dans Career Talk, Hubert Boulos. Merci Karine. Alors d'abord, merci, parce que je t'ai demandé, on va dire un peu, il y a 48 heures, même pas, enfin je t'ai demandé, ça a été assez sobre et court, et tu as dit OK. Aucun problème. Aucun problème. Je sais que tu as plus de 27 ans de vie professionnelle derrière toi, Oui. Mais sois à l'aise. Certes. Oui. Et tu as souvent répondu à des interviews, à des podcasts. Tu as l'habitude de la prise de parole dans le cadre de tes différents rôles et pour parler notamment du secteur d'activité ou de stratégie, tout ça. Tu as été moins sollicité pour parler de toi personnellement Oui, pas du tout même. Pas du tout. Je ne sais pas qui ça peut intéresser, mais bon, voilà. Mais ça, c'est ça, j'étais sûre que tu avais... tu te dis qui ça peut intéresser. Oui, on ne te l'a jamais demandé. Moi, jamais demandé, donc je pense que ça n'intéresse personne. Et écoute, on va c'est voir. pas un problème d'ailleurs, je pense. C'est pas... En tout cas, je pense que quand on te parle de ton travail ou qu'on parle de toi dans ton travail, tu as plutôt l'habitude d'avoir qu'une seule voix. Tu as une particularité, avant que je t'invite à te présenter, qui ressort dans une des dernières publications que tu as faites sur LinkedIn, où tu as dit au revoir à une page professionnelle qui a représenté 10 ans de ta vie. Tu l'as fait avec élégance, mais tu l'as fait aussi avec authenticité et avec beaucoup d'empathie pour tes équipes. Et je me suis amusée à reprendre tes mots quand tu as dit au revoir à cette étape-là, et à prendre également les commentaires qui étaient là pour en faire un peu un résumé. Et j'ai interrogé ChatGPT sur quelle image ça renvoie de cette personne, parce que j'ai été assez marquée par la façon dont les gens ont répondu à ton poste. Et on en reparlera. Je vais te passer cette description de ton style de leadership, de ton image. Et moi, je te côtoie pas au travail au quotidien, et je t'ai assez reconnue et ça m'a assez bluffée, parce que je trouve que c'est assez rare pour ton niveau de poste, cette façon de communiquer que tu as eue, notamment pour dire au revoir. D'être cohérent entre soi-même dans la vie et dans le travail. Exactement. Et ça, c'est ressorti très nettement sur ton poste. C'était pas juste des convenances, c'était quelque chose qui était salué. Alors, justement, comme les gens du podcast ne te connaissent pas forcément, est-ce que je peux t'inviter, si ça te convient, à te présenter, mais pas comme tu en as l'habitude, à expliquer ton métier comme si tu devais l'expliquer à un enfant de 8-9 ans. Ça tombe bien, j'en ai un. C'est quoi ? Bah oui, c'est quoi ton métier, Hubert ? Eh bien, moi, je fais les choses qu'on voit à la télé, sur Internet. C'est toutes les annonces publicitaires, les films publicitaires, donc les pubs qu'on voit, que ce soit à la télé, qu'on entend à la radio, ou qu'on voit dans la rue en marchant, qu'on voit un panneau d'affichage. Et bien entendu, aujourd'hui, ces pubs-là, on peut les voir. Pareil, c'est des films qu'on peut voir sur YouTube. Par exemple, avant de regarder ce qu'on veut, malheureusement, j'interromps la session en montrant des choses que moi j'ai faites. Et c'est tout ça, c'est pour vendre des produits et des services. C'est pour vendre des produits et des services. Voilà. Et ça sert à quoi la publicité au-delà de vendre ? Ça ne sert à rien d'autre. Okay. Il y a une vente. Alors, il y a une vente directe parce qu'il y a c'est des entreprises en fait qui vendent des produits. Un savon, une lessive, une voiture. Mais aussi, bien sûr, il y a des communications qui vendent, évidemment, qu'on appelle plus corporate, en fait, qui ne sont pas là pour vendre directement, mais c'est une vente indirecte, c'est pour donner une bonne image d'une entreprise. Il y a toujours une valeur commerciale derrière. En fait, d'accord. Quand un État communique, il y a une volonté aussi de vendre quelque chose qui n'est pas tangible. Par exemple, si c'est le ministère de la Santé, pour réduire les dépenses de la santé, il y a une façon de communiquer. Évidemment, on ne vend pas un produit, mais à la fin, il y a toujours, c'est comme une vente, toujours un but économique. Alors, direct, à une savonnette, vous allez l'acheter. Un ministère qui veut vous faire évoluer sur, par exemple, les dépenses de la santé, c'est indirect, mais à la fin, c'est économique aussi. Et la pub, a un rôle économique. Mon métier a un rôle économique. Est-ce qu'on peut dire, je prends toujours la voix de l'enfant de 8 ans, est-ce qu'on peut dire la vérité dans une publicité, Hubert ? Il le faut. Si on ne le dit pas, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est vraiment,
plus on est vrai, plus la pub va être efficace, et plus on est faux, plus ça ne va pas être efficace. Donc on peut ne pas dire la vérité, c'est pas mon but, mais certains clients peuvent ne pas vouloir dire la vérité, ou cacher la vérité, ou raconter n'importe quoi. Bah, ça marchera pas, ça sera moins efficace, c'est tout, c'est aussi bête que ça. Après, il y a aussi des conséquences légales encore. Après, ça s'appelle de la publicité mensongère, c'est encore un autre niveau, mais on va parler entre gens honnêtes. On va dire, si c'est dans les normes de la légalité, ne pas dire la vérité, vraie, c'est une erreur économique. On va vendre moins. Mais toi, dans ton travail, Hubert, comment tu sais fixer le prix d'une publicité ? Alors, c'était... Bien sûr. En fait, aujourd'hui, malheureusement, le prix est lié au nombre d'heures passées. Donc, on est en facture, on facture des heures. Ah, c'est autant ? Aujourd'hui, malheureusement, c'est autant. Donc, on doit évaluer le temps passé. Pourquoi tu dis aujourd'hui ? C'était pas Parce toujours. qu'avant, quand j'ai commencé, il y a plus de 27 ans, il y a eu une formule assez simple. C'était dans les médias. Donc, la pub était dans les médias essentiellement, qui n'était pas digitale. Et donc, avant, il y a eu une formule hyper simple qui nous venait des États-Unis, qui était en fait liée à la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que la publicité était une propriété intellectuelle et nous percevions 10% de l'achat d'espace média. Donc, si on dépensait 1 million pour une pub, on récupérait 100 000. Voilà, c'était assez simple. C'était comme de la propriété. Et c'était assez transparent, en fait. C'était de la propriété intellectuelle, pure et dure. Et quand je parle de publicité, moi, je parle du contenu. Je ne parle pas de l'achat d'espace. Il y a une confusion là-dessus aussi. Nous percevions 10% sur tout achat d'espace sur la base de l'utilisation de notre propriété intellectuelle. Donc, plus le film passait, plus on touchait. Donc voilà comment ça se passait avant. Et aujourd'hui, après, il y a eu, je vous épargne, on va passer la journée dessus. Et le podcast, non, c'est toi, dans ton métier, qu'est-ce que ça a changé de passer ça a changé. On est passé à ça, qui est une erreur grave, à mon avis, mais qui a été faite par. Il y a eu des erreurs au niveau. Les agences de pub ont fait des erreurs elles-mêmes, elles sont tirées une balle dans le pied, ont ouvert la porte à ce type de pratique, mais qui s'est retourné contre nous. Et qui aujourd'hui, effectivement, vous avez parfaitement raison, le prix peut varier beaucoup en fonction des intervenants et de ce que... Il y a toujours un secret pour les gens de l'extérieur de comment on détermine un prix. Mais je vous rassure, de l'intérieur aussi, on a un problème. C'est très difficile à établir, parce que quelquefois, une pub a beaucoup plus de valeur que le nombre d'heures passées dessus. Bien sûr. Et aujourd'hui, on ne peut plus quantifier ça. Tout ce qui est service. Donc, on est revenu, on a une type de facturation qui ressemble à celui des cabinets de conseil, type BCG, Accenture, BCG, tout ça, mais qui ne correspond pas à un métier créatif. On est dans un métier créatif. Donc, quelque part, on valorise plus la créativité. On valorise plus la créativité. Et en fait, ça s'est retourné complètement contre nous. Et ça devient extrêmement compliqué. Et vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Pardon, tu avais raison. Voilà. Non, mais tu as tout à fait raison là-dessus. C'est qu'on ne sait plus, et même moi en tant que dirigeant d'agence, ça devient très très compliqué de déterminer le prix. C'est un peu paradoxal parce qu'on remet un peu cette notion de rapport au temps pour estimer le travail. En ce moment, on considère qu'il faut plutôt regarder la valeur et de mesurer, par exemple, le présentéisme ou des choses comme ça. Donc, ça a un impact sur les métiers créatifs. Je suis entièrement d'accord. C'est pas bon, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, ça ne me permet pas de vous dire combien coûte la publicité. Mais du coup, c'est lié à ça. C'est lié à ça. Aujourd'hui, tu es obligé de considérer le temps passé par tes équipes sur un projet. Voilà, on va estimer le temps passé, dire ça va prendre tant de temps, nos équipes coûtent une autre tant, approche. c'est un calcul comptable, stupide. Et après, il y a toujours quelqu'un qui va dire moi je le fais à moins, moi je le fais à moins, et moi je mettrai des gens moins chers, etc. Donc, et c'est comment ton bureau dans ton travail, Hubert ? Il ressemble à quoi ton environnement de travail aujourd'hui ? Aujourd'hui, mon bureau, c'est ça. Voilà mon bureau. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça mon bureau. Et avant, c'était moins ça. Avant, c'était moins ça. Parce que je suis aujourd'hui indépendant. Ouais. Et je suis très très mobile, donc la mobilité. Et aujourd'hui, je n'ai pas de limite géographique, donc je n'ai pas fondamentalement. C'est une bonne question. Je n'ai pas besoin de bureau. Est-ce que ça te manque ? Oui, moi ça me manque. J'aimerais beaucoup être posé et avoir un bureau et être posé, mais aujourd'hui ce n'est pas possible parce que ce que j'ai développé est trop. C'est un paradoxe, c'est entrepreneurial, mais en même temps il n'y a pas de limite géographique. Ouais. Et donc tu te déplaces beaucoup. Donc à la limite je peux faire ça de chez moi, ça reviendrait au même. Ouais. Et ce serait plus tranquille même si je ne suis pas un fan, du ce qu'on appelle work from home. Mais aujourd'hui de par le développement de ma nouvelle entreprise. Mais tu peux trouver peut-être quelque chose entre les deux, parce que ça te manque. Je trouverai.
Et je suis en train de construire cela. Mais aujourd'hui, pour répondre à la question, aujourd'hui précisément, mon bureau est dans mon portable. Et ton portable. Est-ce que tu t'entends bien avec tes collègues? Est-ce que tu aimes bien tes collègues dans ton nouvel environnement de travail? Mon environnement de travail est très simple. Ouais. J'ai deux types d'environnement de travail. Ouais. J'ai la boîte que j'ai créée. Ouais. Et on est deux. Il y a intérêt à s'entendre, c'est mon associé, c'est plus qu'un collègue. Mais ça te va d'être à deux? Ça nous T'aimes va. bien? C'est très T'aimes bien bien. d'être à deux. Ouais. Non, mais on a toujours été, on se connaît très bien, donc il n'y a pas de problème. Et donc lui non plus n'est pas. Il a son On téléphone. n'est même pas dans la même ville, donc on se parle régulièrement, etc. Mais oui, je m'entends super bien avec lui. Et c'est important pour toi? Heureusement, sinon ça ne marche pas. Ça dépend, il y a des gens pour qui c'est moins important. C'est pour ça que je te pose. Pour moi, c'est fondamental. Okay. Et s'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de... On doit se comprendre sans se parler même. Dans mon métier, on est cofondateurs quand même. Donc Puis vous avez chacun votre espace, vous avez absolument. une expertise on a chacun très une distincte. expertise. Moi, lui, c'est l'aspect créatif. Lui, c'est le créatif et toi, c'est l'aspect planning et management de la boîte et le développement. Donc ça, c'est pour la boîte actuelle. Ouais. Mais dedans, nous avons un écosystème de partenaires aussi. Ouais. Parce que chaque projet, la façon dont nous avons structuré cette société, c'est de construire des équipes ad hoc. Ouais. Comme on dit, c'est un peu quasiment, on peut comparer ça à un groupe de rock'n'roll. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait une tournée, et une fois que la tournée est finie, chacun retourne. Le groupe se désintègre, mais la tournée n'est bien. pas forcément la même, nous avons besoin de différents talents selon les tournées. J'aime bien l'esprit de la tournée, c'est sympa. On a chaque projet est une tournée pour nous, avec des différents... Et tu prends en fonction de tes besoins. Et encore une fois, c'est toujours des gens avec qui j'ai envie de travailler. C'est pas, dans la mesure, pas tout le monde, mais des personnes directes, c'est des personnes avec qui j'aurais un plaisir à aller prendre un verre ou aller dîner après le travail. Ah, c'est important pour toi. C'est très important pour moi. Si on n'est pas capable, dans les équipes directes, c'est une erreur de recrutement que j'ai faite dans le passé. Ah ouais. Si je ne suis pas capable d'aller après le boulot dîner ou prendre un verre avec la personne, avec plaisir, c'est pas la peine. Et c'est une et c'est comme ça qu'il faut choisir. Moi, c'est comme ça que je choisis mes collaborateurs directs. Et tu as toujours eu des collaborateurs qui étaient réceptifs à ça, qui étaient partants pour développer des relations en dehors du travail ou pour partager des moments informels? C'est pas des moments, mais c'est-à-dire que c'est une envie partagée. Donc c'était pas obligatoire pour eux. Ouais. Quand je dis un dîner ou un déjeuner, je veux dire aussi déjeuner. T'as besoin de les connaître, ça veut dire d'aller déjeuner à midi. À l'heure de déjeuner, on a envie d'aller déjeuner ensemble. On n'a pas envie chacun d'aller dans son coin. Et donc c'est pas une obligation pour les personnes. Si jamais on devait se retrouver à dîner ou à déjeuner ou en voyage pour du travail, que ce soit un plaisir à côté. C'est l'esprit de la tournée, ça. Voilà, c'est l'esprit de la tournée. Donc si c'est pas un plaisir, il ne faut pas travailler avec ces gens-là. Tu as fait combien de jobs dans ta vie depuis que tu es tout jeune? Tu as commencé à travailler à quel âge? J'ai commencé tard. C'est quoi tard? J'ai commencé à 26 ans. Ouais. Par rapport à... Parce que tu as été longtemps à l'école? J'étais longtemps à l'école. Tu as aimé l'école? Non, pas. Oui, il y a certaines parties oui, certaines parties non. Il y a pas sur la totalité, non. Non, enfin, il y a une partie que j'ai aimée, une partie que j'ai pas aimée. Mais t'es resté quand même. J'ai fini, moi je finis mes trucs. Ah, même si ça te plaît pas, tu vas jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Ah, ok. Enfin, au moins j'explore jusqu'au bout et voilà. Okay. Quelquefois, on peut se dire, je fais une digression sur les études, mais à un moment, ça peut être tellement dur qu'on peut se dire que t'aimes pas parce que t'es pas capable. Et en fait, c'est ça que ça te renvoie, toi. Voilà, moi ça me renvoie ça. Donc je dis peut-être que j'aime pas parce que je suis pas capable. En fait, après, c'est marrant ça. Voilà. Et donc. Tu peux pas juste pas aimer. Non. Enfin, à un moment j'ai des doutes. Je me dis attends, peut-être que t'aimes pas parce que. Non, mais elle est saine la question. Hein. Oui. Donc moi après, une fois que j'ai maîtrisé, je peux jeter à la poubelle. Le type d'études que j'ai fait, je les ai jetées à la poubelle d'ailleurs. Mais quoi par exemple? Je suis avocat de formation. Avocat, j'ai pas exercé. Mais tu as fait le diplôme d'avocat. J'ai fait le truc, j'ai fait jusqu'au bout. Tu as été jusqu'au barreau? Tu as fait mais présenter le barreau? Moi, c'est aux États-Unis. Ah oui, aux États-Unis, pardon. C'est un profil assez c'est différent, élaboré et complexe d'accès et de sortie. Donc d'origine, ton identité, c'était avocat. Voilà. Et donc j'ai fait une école, ce qu'on appelle une law school aux États-Unis, qui a un cursus très particulier en Amérique, qui est dur, qui est très dur, qui a fait pas mal de présidents des États-Unis. Pas le dernier, mais... Il faudrait peut-être y penser. Mais voilà. Mais... Donc ça a été ton rapport à l'école, ta formation. C'est très long, ça. Et donc à 26 ans, tu as commencé à travailler. Voilà. Et tu en as fait combien des jobs, en gros, tu penses, dans ta vie, tout? J'ai fait le même job, j'ai jamais changé de job. Oui, mais c'est des titres différents. Oui, des titres différents. Tu as fait combien? Essaye de voir combien tu en as eu. En 27 ans, en combien? 9. J'ai fait 9 boîtes. Attends, tu as fait 9 boîtes ou 9 jobs? 9 boîtes. 9 boîtes, c'est... Ouais. Et j'ai fait...
on va dire, là, sur la boîte, j'ai fait, À chaque fois, par boîte. j'ai fait 3 jobs, mais enfin, à des niveaux différents. Bah oui, mais ça nous fait au moins 27, ça. L'idée. Moi, j'ai toujours fait la même chose. Oui. Dans la même boîte, j'étais dans différents départements, Ouais. 2 départements différents, Ouais. fondamentalement. Et voilà, c'est des fonctions, au fur et à mesure, plus seniors dans ces départements-là. Tu as suivi Mais ce j'ai que moi fait des j'appelle la allers-retours. carrière girafe. Tu es monté petit à petit. Voilà, mais j'ai fait des allers-retours sur les postes, Ouais. sur les fonctions. Enfin, parce qu'il y a, il y a, comment dire, il y a des ce qu'on appelle des verticaux dans la boîte. Ouais, je vois. Ouais. Enfin, il y a des départements en publicité, c'est assez structuré. Il y a Ouais. à peu près 5 disciplines dans la pub. Et moi, j'en ai fait 2. J'ai fait des allers-retours entre 2. D'accord. Mais si on regarde en gros ces 27 années, il y a eu une partie de vie où tu travaillais pour les autres. Tout. Et maintenant, un début d'une nouvelle vie, d'un nouveau chapitre où tu commences à travailler pour toi. Oui. Je t'ai demandé de m'apporter un objet déjà qui représentait ta première partie de vie professionnelle. Tu peux me le partager. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une planche de surf. Vas-y, pose. Voilà. Elle est magnifique. C'est une planche de surf. Bon, elle est ça, je vais pas ramener la grande, mais dis donc, c'est pour un petit modèle? Non, c'est un petit modèle. C'est des plages de surf sur les. C'est un surf particulier. Oui. Mais non, pour un type de surf particulier. Ah, ok. Mais c'est pas grave. L'intention, c'est une planche de surf. Ça représente le job. Et ça, alors, qu'est-ce que ça représente là? Cet objet, il est très coloré. Voilà, donc il plaît bien. Enfin, je veux dire, il donne envie. Hein. Il donne envie, ouais. Il est attractif. En fait, c'est assez, on va dire, c'est assez créatif, attractif, sympa. C'est technique, mais en même temps, c'est accessible. Voilà, c'est accessible, c'est créatif. Et en même temps, ça représente un peu ma carrière que je confère à surfer sur des vagues. Ah, ok. C'est ça que ça t'a... D'accord. C'est ça l'idée. Et ces vagues, c'est quoi? C'est des challenges? C'est des challenges chaque année, c'est des projets, c'est des carrières. Et c'est garder l'équilibre. C'est garder l'équilibre et se marrer en même temps, c'est sympa le surf. Oui, il y a un côté détendu. Non, mais il y a ça, le visuel est pas mal. Oui, il est très bien le visuel. Mais c'est pas ça, mais c'est un côté sympa. En fait, moi, je me suis jamais... Il y a un proverbe chinois qui dit « Choisis un job que tu aimes, tu ne travailleras jamais. Ouais. » Et ben moi, c'était ça ma carrière. Donc j'ai choisi un job. Et c'était ta conception du travail. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je considère que je n'ai jamais travaillé de ma vie. Tu as toujours eu envie d'y aller le matin? Toujours eu envie d'y aller. Même quand il y avait des grosses vagues? Même quand il y avait des très grosses vagues. Quelles que soient les vagues. Après, le problème après, c'était à la fin, non. Et donc j'ai arrêté. Mais tu as toujours fonctionné comme ça? Tous les jours, j'allais au bureau en me marrant chaque matin. C'est cool ça. Et tu penses que ce rapport au travail, tu l'as eu très tôt? Ou c'était ta conception du travail autour de toi dans ta famille? Je sais pas, non, rien à voir avec ma famille qui est très conservatrice, etc. Ils avaient un rapport au travail différent de toi? Oui. Oui. Pour eux, c'est des métiers. C'était le métier sérieux. On s'en foutait de ça, si c'était intéressant ou pas. Il fallait un métier sérieux. Il fallait un métier qui soit reconnu socialement. Voilà. Par exemple, j'aurais dû être avocat. Tu aurais dû être avocat. Là, tu étais dans la lignée de. Voilà, de ce qu'il fallait faire. Moi, je pense. Alors là, on revient au rapport au travail. C'est que je pense, et je l'ai attrapé très vite parce que c'est pas du mépris que j'ai pour le métier d'avocat. Au contraire, c'est un métier fascinant. Mais je pense qu'il faut être passionné par ce qu'on fait. Ouais. Donc on peut le faire. J'aurais pu être. J'avais un bon niveau. Vocation. J'avais un niveau correct. Tu avais les compétences. J'avais les compétences, un niveau correct. J'aurais pu le faire. Mais tu n'avais pas l'envie. Mais j'avais pas la passion. Le matin, je serais allé. Enfin, un peu à mais comment tu t'en es rendu compte de ça? Parce qu'en fait, l'avantage des études de droit aux États-Unis, c'est que c'est très proche de la réalité. C'est pas du tout théorique. Tu as des stages. Non, mais même l'enseignement lui-même. Est très pratique. Ça vient à un âge. C'est différent par rapport à la France, c'est très différent. Okay. Ça vient à un stage plus tard dans la vie. Les écoles de droit, on y accède à un âge plus avancé. Ouais. Donc il faut avoir fait d'autres choses avant. Et ce qu'on fait dedans est très très proche de la réalité. D'ailleurs, c'est des écoles extraordinaires parce que c'est des écoles qui sont très proches de la réalité. Ouais. C'est-à-dire que l'écart est très mince. Et un boulot d'avocat aux États-Unis, en tout cas, c'était il fallait. Alors là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Les heures passées qu'il faut comptabiliser, là, tu charges, et payer et charger. Et bien, il fallait charger 80 heures par semaine. Waouh. Très bien, 80 heures, je l'ai fait en pub aussi. Ouais. Mais moi, 80 heures en pub, ça m'amuse. Ouais. 80 heures sur des problèmes juridiques, ça me rend malade. Donc, tu as choisi le surf. Donc, j'ai choisi le surf parce que je pouvais faire 80 heures en me marrant. C'est un objet très agile. Hein, voilà, très, aussi, oui, je dis ça. Tu peux me montrer le deuxième objet qui représente ta vie aujourd'hui, ta vie professionnelle aujourd'hui? Alors, ma vie aujourd'hui, je vais le sortir, lui. Ah, ça tient dans une poche. Il tient dans une poche. C'est une télécommande. Une remote. C'est un remote.
Ok. Elle est universelle? Elle n'est pas universelle. Enfin, c'est la télé. Ouais. C'est ma remote de télé. Et qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, aujourd'hui, je suis constamment, je ne sais plus si le terme est connu aujourd'hui, en train de zapper d'une chose à l'autre. En tant qu'entrepreneur, Ah, je suis en train de zapper, parce que je fais tout et en même temps je dois faire. Enfin, c'est très différent. J'étais président d'une agence internationale. Là, ça devient une autre histoire avec ça. C'est-à-dire qu'il faut tout faire soi-même, quasiment du sol au plafond. Et donc, il faut zapper constamment entre des choses à livrer aux clients, qui sont du travail intellectuel ou créatif. En même temps, il faut faire la comptabilité. En même temps, il faut organiser ses voyages. En même temps, il faut gérer l'administratif. C'est varié. Et ça tient dans la main. Et ça tient dans la main. Et ça veut dire le contrôle, ça? Non, ça ne veut pas dire du tout le contrôle. Ça veut dire zapper. Zapper, c'est ça l'idée. Zapper d'un truc à l'autre, c'est pas du tout le contrôle. Et c'est un objet qui ne va pas dans l'eau, ça? Non, ça ne va pas dans l'eau. D'accord. Est-ce que symboliquement, si on regarde les deux objets, ton premier chapitre professionnel, il était très voyant, hein, très, très dans la lumière. Là, on dirait que ce deuxième chapitre, il est beaucoup plus sobre. Là, tout de suite, aujourd'hui. Il est sobre aujourd'hui. Parce que l'entrepreneuriat, c'est autre chose que le passé, enfin, ce que j'ai fait par le passé. Ouais. Donc, le but, c'est de revenir à ça. C'est ça ma question. Mais il faudra y revenir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour revenir à ça? Pour revenir à ça, il faudrait donc développer... ça fait pas longtemps, en fait, que j'ai créé ça. Non, mais je te parle de l'objet, moi. Reste sur l'objet, tu vois. Là, il faudrait plus de couleurs. Oui, il faudrait plus de couleurs. Mais en fait, non. En fait, non, c'est différent. Non. Parce qu'en fait, cet objet-là, au final, il permet d'aller voir des choses merveilleuses. Et de changer. Si on veut rentrer dans la symbolique. Bah voilà, vas-y. C'est qu'on peut voir. Parce que là, tu commençais à me. Ça avait un petit côté triste, là. C'était triste parce que. Dis-le qu'il y a un potentiel là. Tu m'as demandé de reprendre mon travail aujourd'hui. Mon travail aujourd'hui, il est très stressant parce que je zappe tout le temps. Donc toi, pour le moment, bah oui, il faut le dire, tu es au début. Je suis au début, donc je suis en train de zapper tout le temps. C'est pour ça que c'est aussi intéressant parce que cette phase-là, on la montre jamais. Voilà. Et elle est normale. Donc c'est une phase qui est stressante parce que déjà, tu as beaucoup de sujets. Voilà, c'est ça. Tu te retrouves même dans un podcast à parler de toi. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est stressant dans cette phase-là? Eh bien, qu'on a le dos au mur et que ça tombe pas tous les jours. Alors, en quoi là, tu as plus le dos en mur qu'avant? C'est très simple. Avant, je travaillais pour des grosses boîtes. Donc, en fait, aucune de ces boîtes, c'est des boîtes énormes qui sont cotées en bourse. Donc, pour que cette boîte s'effondre, il faut vraiment qu'il y ait un... C'est dans ce sens-là, tu te sentais plus en sécurité. On est très en sécurité. Il y a le salaire qui tombe tous les mois. Mais tu savais très bien que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Oui, certes, mais bon, après, il y avait des alternatives. Donc, tu te sentais beaucoup moins stressé par tous ces sujets de... C'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple. J'étais salarié, quel que soit le niveau. J'étais junior, j'étais stagiaire même, jusqu'à président d'agence. Ouais. Sur tous les postes, ça tombait tous les fins de mois. Ouais, parce que tu allais travailler, ouais. Oui, mais là, aujourd'hui, si moi, je ne me démène pas, ça tombe pas à la fin du mois. Ok, non, mais ça, je le vois bien. C'est ça, le truc. Aujourd'hui, tu as une agence. Alors, d'ailleurs, je voulais en parler. Oui. Tu peux me rappeler comment elle s'appelle, ton agence? Das Capital. Alors, Das Capital, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce nom? Est-ce que c'est dans une stratégie marketing? C'est un hasard. Ah, c'est un hasard? C'était un hasard, mais pas complètement fortuit. C'est-à-dire que cette boîte existait. C'était ma boîte qui s'occupait d'investissement personnel. Ah. C'était un clin d'œil au livre. Mais oui, j'ai bien compris, c'est pour ça. Et donc, j'ai créé cette boîte qui dormait, en fait. Et un jour, en fait, ma boîte s'est créée comment? Elle s'est créée, en fait, parce que j'ai eu des clients avant d'avoir ma boîte. Et à un moment, il a fallu facturer. Et c'est plutôt sympa, ça. Je n'avais rien d'autre que Das Capital. Mais quand j'ai utilisé le nom, tout le monde m'a dit que c'est génial. Alors, justement, quelles ont été les réactions? Tout le monde a dit que c'est génial, c'est mémorable. On s'en souvient, personne. C'est facile. C'est mémorable. Et en plus, il y a un clin d'œil. Il y a un clin d'œil. Et après, je rajoute une couche. C'est qu'en fait, pour moi, je me dis, il y a un moment, les gens qui ne savent pas ce que c'est, j'ai pas envie de travailler avec eux non plus. Même pour la blague. Que ce soit des clients ou des employés, ils ne savent pas de quoi. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un minimum de culture générale. Oui, qu'est-ce que tu veux renvoyer avec cette référence à Karl Marx? Pour moi, par rapport au capitalisme, par rapport justement au métier de la publicité, qu'est-ce que tu veux véhiculer? Je ne veux rien véhiculer par rapport au métier. Ouais. Je veux véhiculer par rapport à des principes. Ça reste un clin d'œil, mais il y a un côté, pour moi, il y a deux aspects. L'aspect, on va dire, si on va faire un aspect rationnel de tout ça, je pense que les marques sont un capital.
Et donc, c'est ça, la post-rationalisation du nom. C'est on s'occupe de capital de marque, pas de Marx. Oui. mais est-ce que tu vois les gens réagir au nom de ta société? Mais est-ce qu'ils vont te poser des questions? Il y en a qui ne savent pas. Donc, c'est quoi ce truc? Comment tu sais qu'ils ne savent pas? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui Ou juste ils n'en parlent pas, non? Non, ils ne savent pas. Il y a une fois quelqu'un qui m'a présenté comme un patron, à cause du nom de la boîte, comme un patron d'investissement. Ah ouais, premier degré. Oui, des abrutis. Ouais. Et ça t'a fait rire, c'est ça aussi. Ça m'a fait rire. Mais bon. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui d'avoir un nom pour travailler, un nom d'entreprise qui, toi, te plaît et que tu as choisi? Qu'est-ce que ça change entre ça et ça? Ça changerait. Il faut un nom à un moment. Non, mais ça, mais pas que c'est juste il faut un nom. Ça change quand même quelque chose quand tu choisis, non? C'est difficile de choisir. En fait, c'est très, oui, ennuyeux, c'est très ennuyeux de choisir. Oui. C'est vraiment un process très chiant. Très chiant, et en même temps... En fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les clients vont penser. Ok. Et en fait, et c'est pour ça que j'ai pris Das Capital, c'est que quand je l'ai pris par accident et que j'ai dû lancer ma boîte avec, quitte à changer peut-être plus tard ou quoi que ce soit, tout le monde m'a dit mais c'est génial, tout le truc, c'était un feedback. Donc après, ça a pu être un sujet pour toi. Je l'ai gardé parce que tout le monde m'a dit c'est génial, tout le monde s'en souvenait. Et en plus, ça dit beaucoup de choses. Donc ça dit beaucoup de choses sur les marques. Et ça dit aussi, ça maintient quand même, d'avoir mis ça dans l'avenir. Moi, j'ai toujours été, et j'en suis fier, j'ai toujours été ce qu'on appelle un dirigeant social. Ouais. Toujours. Et je peux le prouver, on peut en parler si vous voulez. Et mes plus grandes fiertés sont du niveau social et non financier. Alors justement, tu peux m'en parler un petit peu parce que c'est ressorti vraiment dans les commentaires des gens quand tu as quitté la société. Je vais donner un exemple de quoi j'étais le plus fier dans ma carrière en tant que patron d'agence. Il y a plusieurs phases, mais j'étais patron d'agence pendant 10 ans. J'étais président de DDB pendant 10 ans. Aux Émirats, comme vous le savez, il n'y a aucune loi sociale. Donc nous, on a été face au Covid ici, comme tout le monde. Et moi, je pense être une des rares boîtes qui a fait 0 licenciement. Ah ouais, c'est rare, surtout dans ton secteur. 0 licenciement, et je peux le prouver, et 0 coupure de salaire. Ah ouais, et ce qui n'était pas le cas, les gens ne le savent pas forcément, ceux qui ne sont pas aux Émirats, il y a beaucoup de domaines où les gens n'ont juste pas été payés pendant des mois, voire une année, Donc, une année. Nous, il y a eu 100% des salaires ont été payés, 100%, il n'y a pas aucune réduction, 0 licenciement, et ça ne s'arrête pas là, parce que la boîte ne m'appartenait pas. Donc c'est pas... Oui, mais comment tu as fait? En plus, on a fait le résultat qui avait été prévu avant le Covid. Ok. Donc voilà, donc à un moment, l'aspect... et comment tu as fait? Dont je suis le plus fier. Eh bien, parce que ce n'était pas ta société. En fait, comment j'ai fait, c'est que je pense que j'avais créé une équipe qui a pu résister à tout, même à ça. Et la cohérence de cette équipe a fait que, malgré tout... Ils t'ont fait confiance? Non, qui m'a fait confiance? Je ne sais pas, les employés. Parce que... Les employés, oui. Enfin, les employés ne m'ont pas fait confiance. Ils ont fait ce que... Oui, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste fait que les gens ont travaillé de façon remarquable dans ces circonstances. Donc, à un moment, c'était un contrat social entre nous. Exactement. Qui a fait que ça a marché. Mais on avait fait tout ce qu'il fallait avant. On avait préparé l'année. Avant que ça tombe, on avait préparé... C'était une bonne... On avait bien travaillé avant, etc. Donc, mais moi, c'est une de mes fiertés. C'est que oui, nous avons... comme vous le savez, les lois aux Émirats sont pas très développées, pas trop les employés, y compris au niveau du licenciement, parce que si vous êtes licencié, on vous renvoie aussi chez vous. Au bout de 3 mois, vous devez quitter le pays. Pendant le Covid, bonne chance. Bonne chance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont retrouvés sans revenus, sans rien. Voilà, il n'y a personne chez moi qui s'est retrouvé sans revenus. Même on n'a rien touché. Si, on a touché à une chose, quand même. Il y a eu un truc quand même. On leur a pris 2 semaines de vacances sur les 4 semaines qu'il leur a tué. Voilà la réduction. Et les billets d'avion, un billet d'avion, parce qu'aux Émirats, dans les contrats, il y a un billet d'avion de retour. Enfin, c'est quand même une casse très, très légère. Dans le contexte à l'époque, dans le contexte de l'époque, c'est une casse extrêmement légère. Et ça, c'est une légère. fierté pour toi. Et est-ce que ça a été valorisé à l'époque par ton management, ton top management? Personne, on ne te l'a pas demandé? Non, mais mes employés, si. Et ils me le rappellent tous. Et l'autre jour, justement, c'est ça qui me plaît plus. Le management s'en fout. Le management, il regarde ça, les résultats trimestre par trimestre. Donc et ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Je crois que tout le monde se contrefout de ça. Par contre, mes employés ne s'en contrefoutent pas. Ils me le rappellent aujourd'hui même en me disant... Et quelque chose m'avait frappé. Quelqu'un m'a dit, ce qui était impressionnant, c'était que tu es resté très calme. Tu n'as jamais stressé. On n'a jamais senti une once de stress. Le message ici, c'est quand même que même si tu n'es pas dans un pays qui protège énormément les employés, rien
rien ne t'empêche De protéger. d'essayer de protéger les gens. De même que tu as des pays où il y a beaucoup de lois et beaucoup de règles, où parfois elles ne sont pas respectées. Voilà. Après, c'est une question de principe. Donc voilà, donc ça revient un peu. Das Kapital me rappelle de temps en temps qu'il faut à tout prix privilégier l'humain dans la société aujourd'hui, avec toutes les dérives qu'on voit. Si l'histoire avec DDB s'était pas terminée, aujourd'hui, est-ce que l'envie d'être salarié est toujours là? Il y a des jours, oui, parce que quand on est entrepreneur, on se dit quand même, c'est pas le salariat qui est important. Non. Ouais, Non, je vais revenir. Ouais. Le salariat, oui, c'est rassurant. C'est facile. Ce qui est bien, c'était d'avoir une structure. Ouais. C'est ça que je regrette aujourd'hui. C'est ça qui te manque. C'est ça qui me manque. C'est qu'aujourd'hui, je suis en train de zapper. Mais tu sais, c'est peut-être un peu normal parce que ça fait 7 mois. C'est normal, oui. Mais si tu veux, à 7 mois, quand on commence sur un nouveau chapitre, parfois, l'objectif, c'est de faire de cet objet ce que j'avais avant. Oui. Mais je crois pas. Hubert, peut-être qu'on va se voir, et c'est une question pour toi, Oui. dans 1 an. Et peut-être que l'objectif, c'est un autre objet, tu vois. Mais au début, tu compares un peu avec ton ancienne vie. Et non, mais la future boîte ne ressemblera à rien à l'ancienne. Non, mais tu as envie, il y a des caractéristiques. J'ai besoin d'une structure qui me permette de me développer et qui me donne une certaine Donc ça veut dire une équipe aussi. Une équipe, c'est ça que je veux dire. Okay. C'est ça que je regrette. D'accord. C'est une équipe, c'est tout un écosystème en fait qui existe où un peu il y a des choses qui sont sur pilotage automatique. Aujourd'hui, il n'y a rien sur pilotage automatique. Ouais, il faut tout créer. Et donc il faut tout faire moi-même. Ouais. C'est ça qui me flingue. C'est ça que je regrette de la partie. Et il y a des choses bien aussi à repasser par là, non? Non. Pour le moment, tu les vois? Non, il n'y a pas des choses bien. C'est pas bien. D'ailleurs, au départ, pour être clair, même avant de quitter DDB, je savais que ça allait finir. Un an avant même, où ça finirait, qu'il était temps de partir. Et je cherchais à racheter une boîte, en fait. Ouais. Parce que j'avais besoin de cette espèce d'écosystème qui me servirait de tremplin. Tu pensais à l'après. Ouais. À l'après. Et je cherchais l'achat d'une boîte. Donc j'ai cherché très longtemps une boîte à racheter, que je n'ai pas réussi à trouver. Et il n'y avait pas d'agence de pub à vendre. Ah, tu savais très précisément ce que tu voulais. Oui, je voulais une agence de pub indépendante à vendre. Mais qui soit peut-être à un prix aussi abordable. Parce qu'à un moment, évidemment, il y en a peut-être à vendre. Donc tu voulais investir sur une agence de pub. Et participer. Tu pas seulement mettre de l'argent, tu voulais aussi gérer la boîte. En prendre le contrôle. D'accord, ok. Donc voilà ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, j'ai même proposé à ma boîte de les racheter sur juste la partie Dubaï. Ah ouais, d'accord. Donc j'avais proposé ça. Et donc ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai dû donc créer donc en fait, ça s'est créé. Donc ma boîte s'est créée, on va dire, par accident quelque part, parce que j'ai eu des clients avant. Mais c'est souvent comme ça, ouais. Voilà. Donc oui, mais il y a aussi un rachat aussi. Oui, c'est multifactoriel, mais n'empêche que tu l'as fait. Donc je l'ai fait. Et donc voilà, ça se développe petit à petit, mais ça va être très long. Ouais. En même temps, je suis passé sur un rachat de boîte. Voilà, donc là, tu es passé à ça. Il n'est pas encore formalisé, mais je vais racheter une autre boîte qui n'est pas dans mon domaine. Ouais. Qu'est-ce qui est différent? C'est pour ça que je dis que ça ne ressemble pas du tout. Mais c'est pour ça que je te dis que petit à petit. Non, je sais, ça ne sera pas la même chose, mais ce sera une boîte qui sera plutôt dans ce qu'on appelle la transformation digitale. Ouais. Mais en même temps, la transformation, ça fait partie de tous tes postes. Hein. Oui, mais ça va emmener ma boîte ailleurs, là où il aurait fallu même que j'emmène ça. Ouais. J'aurais dû emmener ça là-bas. Mais bon, après, ça, c'est les contraintes d'une organisation internationale, d'une société où je ne contrôle pas tout. Là, je sais qu'il faut l'emmener vers la transformation digitale. Ouais. Donc, ça sera. Et il y a un écosystème. Et il y aura l'écosystème et il y aura tout ce que je regrette. Tout ce que je regrette. Tout ce qui te manque. Tout ce qui me manque aujourd'hui. Voilà. C'est pas le salariat, c'est l'écosystème. Oui, je vois. Et aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande peur? C'est l'énergie. Manquer d'énergie? Parce que tout ça, ça nécessite une énergie de malade. Donc, tu fais quoi pour prendre soin de toi? Et pas assez. Justement, ça c'est pas bien. Justement, ça c'est la question qui tue. Bah oui, c'est fait pour. Parce que je m'occupe pas bien de moi. Et tu t'occupais mieux de toi quand tu étais dans une structure? Non, mais j'avais besoin de moins d'énergie. Là, il faut décupler mon énergie. Ok. Et là, il faut vraiment. J'ai pas un mode de vie. J'ai pas un mode de vie malsain, mais faudrait faire plus d'exercices. En fait, tu lâches pas, tu es tout le temps sur ton boulot. Voilà, il faut être tout le temps sur le boulot. Tu te mets beaucoup la pression. Voilà, non, mais j'ai une pression de monstre. Parce que, comme je le dis, si tu veux tenir longtemps, il faut peut-être. Peut-être, c'est encore. Voilà. Mais voilà, la plus grande angoisse, c'est. Là, tu viens d'en prendre conscience. Oui, tous les jours. Tu le ressens. Je ressens des gros coups de fatigue. Je ne suis pas aussi efficace que je voudrais l'être. Je n'ai pas l'énergie qu'il faut. Tout ça parce qu'il faut zapper en plus tout le temps de passer sur plein de sujets. C'est très. Mais c'est très sympa dur. aussi. Parce que là, tu es dans la phase d'épuisement. Mais pour ceux qui nous regardent et qui pensent à cette phase-là,
Oui, mais il faut le savoir. Mais il faut dire que c'est pas facile, c'est ça. Il faut une énergie de malade et il faut que je m'en occupe. Ouais. Et tu le savais ça avant de te retrouver dans cette situation que... Non. Je me suis pas rendu compte de l'énergie qu'il fallait. Parce qu'il faut une énergie de monstre. Et si aujourd'hui, tu avais 18 ans, oui. Est-ce que tu ferais les choses différemment? Tu aurais une autre vie professionnelle? Ça serait quoi ton envie professionnelle si tu avais 18 ans aujourd'hui? 18 ans en 2024 ou 18 oui, ans 18 ans en 2024. Non, 18 ans en 2024. 18 ans en 2024 ouais, dans ce monde du travail. C'est une bonne question parce que j'aurais adoré encore faire ça, ce que je fais. Mais je pense que la publicité a tellement mal évolué. 18 ans, si tu avais 18 ans aujourd'hui, tu ne connaîtrais pas la publicité d'avant. Non, je ne connaîtrais pas la publicité d'avant. Et je n'irais pas dans une agence de pub parce qu'ils n'ont pas d'argent aujourd'hui. Ils payent au lance-pierre. Donc, il y a très peu de perspectives d'avenir pour les jeunes aujourd'hui dans la publicité. C'est-à-dire qu'ils vont être mal payés et ils vont avoir de mauvais... des plans de carrière assez... tel que c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans le contexte de l'arrivée de l'IA, de l'automatisation, tout ça, je ne sais pas comment ça va impacter la publicité, ce monde-là. Est-ce que tu irais encore dans ce monde-là ou est-ce que tu aborderais ta vie professionnelle autrement? Je crois que je l'aborderais de façon différente aujourd'hui parce que la pub ne fait plus rêver. À l'époque, la pub me faisait rêver. Oui, tu avais besoin d'aller vers quelque chose qui te faisait rêver. Ce que je voyais me faisait rêver. Okay. Et donc, j'ai dit, je vais faire ça. Aujourd'hui, je regarderais qu'est-ce que j'aimerais faire. Je regardais... Qu'est-ce qui te ferait rêver aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais, ce serait plus... je regarderais plutôt du côté des médias. Des médias, mais au sens... digitaux pas l'achat d'espace. Non. Je parle du média. Non, médias ou du cinéma, ou des métiers créatifs. Des métiers qui font rêver? D'autres métiers qui font rêver? Qui font rêver, par exemple des concepts d'émissions de télé, des concepts de films. Je serais plutôt, on va dire, allez, soyons fous. J'irais à Hollywood. Okay. Pas en tant qu'acteur, évidemment. Quoique. Voilà. Ok, donc tu irais toujours vers quelque chose qui fait rêver, te fait rêver, toi. J'irais vers le cinéma. Ça, c'est ta porte d'entrée, mais je crois que c'est un ingrédient important et pour plein de gens. Hein. Il faut rêver. Sinon... C'est pas parce que c'est le professionnel que tu es... mais après, ça marche aussi. Parce que moi, j'ai des amis qui sont avocats, qui détestent leur métier, mais qui ont gagné tellement bien leur vie qu'ils ont pu prendre leur retraite bien plus jeune et s'éclater bien plus jeune que moi et qui n'ont aucun souci. Alors, qu'est-ce que je te souhaite aujourd'hui, Hubert? Plus d'argent, plus de temps? De l'énergie. Plus d'énergie? Une tonne d'énergie. Très bien. Voilà. Je te le souhaite. Est-ce qu'il y a une question que tu vas reprendre avec toi ou qui t'a... Oui, la question, ce que j'aurais fait à 18 ans, parce que j'y ai pas pensé, mais effectivement, si j'avais 18 ans aujourd'hui, est-ce que je ferais ça? Ok. Eh ben non. Ah, tu vois. Et qu'est-ce que tu... Alors, je t'en rajoute une. Tu as un fils, aujourd'hui, qui a 9 ans. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil professionnellement? Toujours de faire ce qui le passionne. De ne pas chercher à me faire plaisir, déjà. Je n'ai aucune ambition pour lui. Je ne transfère pas mes frustrations sur mon fils, en tout cas. Et donc, je lui souhaite de faire ce qui lui plaît. Quoi. Plaisir et résultat. Plaisir. Les résultats viendront. Je pense que si ce n'est pas un truc complètement débile... Ouais. Ça dépend. Ouais. Non, mais ça peut être débile, d'accord. Mais pas débile, pas la question. Mais si ça a un sens et qu'il est passionné, ça marchera. Okay. Il n'y a aucun... Le sens, c'est que si c'est utile, Non, si c'est pas stupide comme idée. Vas-y. C'est une blague d'aller vendre des réfrigérateurs aux Esquimaux. Ça, c'est idiot. C'est dans ce sens-là que tu le dis. S'il y a un truc qui a un sens logique, quel qu'il soit, si on est passionné et qu'on y va à fond, ça ne peut pas ne pas marcher. Ok. Merci, Hubert. Merci beaucoup. Ça a été pour toi de parler de toi. Alors, retrouvez l'épisode en podcast sur Apple Podcast, Acast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Alors, merci de dire en commentaire ce qui vous a inspiré, ce qui vous a surpris, les questions que vous auriez aimé poser à Hubert. Je me chargerai de transmettre. Et si vous avez des conseils pour qu'Hubert ait toute l'énergie dont il a besoin, n'hésitez pas, je transmettrai. Donc, je vous dis travaillez bien et à la semaine prochaine.